Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le monde célèbre demain samedi 25 mai la journée de l'Afrique et le 60e anniversaire de la création de l'Union africaine. L'Afrique, ce sont 54 pays, une population d'1,5 milliard d'individus, plus de 1500 langues et dialectes. Un patrimoine immatériel et matériel inestimable qui a subi des dégradations diverses. Le continent est en proie à des conflictualités complexes et peine à faire entendre sa voix. Et dans ce sens, le secrétaire général de l'ONU lance un appel clair à l'occasion de la journée de l'Afrique. L'Afrique doit siéger dans toutes les instances multilatérales, y compris le Conseil de sécurité de l'ONU. Fin de la citation d'Antonio Guterres. L'Afrique gagnerait aussi à unir sa voix par toutes les voies possibles. On rappellera que cette année, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenu en février dernier à Addis Abeba, a décrété 2024 année de l'éducation. L'éducation et la culture s'imposent aujourd'hui en terre africaine en véritable enjeu d'unité, de cohérence et d'inclusion. Faut-il rappeler aussi, à juste titre, que l'éducation, la formation comme la culture font partie intégrante de la politique marocaine de coopération Sud-Sud. Et pour cause, pour reprendre un extrait du discours de Sa Majesté le Roi à l'occasion du 64e anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple. En ce qui nous concerne, l'Afrique représente l'avenir qui commence aujourd'hui. Fin de la citation royale et début de notre discussion. Pour le débat ce soir, j'accueille d'abord sur le plateau de questions d'actu le professeur enseignant-chercheur à l'Université Mohamed V de Rabat, professeur Mohamed Chkoundi. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci pour l'invitation. Et avec moi aussi, un plaisir de l'accueillir sur le plateau, mon confrère et spécialiste en relations publiques, Bachir Thiam. Bonsoir Bachir. Bonsoir Khadija. Bonsoir professeur aussi. Comment ça va? Oui, ça va très bien. Alhamdoulilah. Dès que ça parle l'Afrique, ça me va. N'est-ce pas? Ouais. Ça nous va aussi. Ça nous va aussi, oui, tout à fait. Et direction à présent Bamako pour y joindre le Senior Fellow au think tank marocain Policy Center for the New South, Sir Abdelhak Basso. Bonsoir. Bonsoir Khadija, bonsoir professeur Chkoundi, professeur Bachir. Bonsoir. Alors vous êtes avec nous depuis Bamako, juste pour rappel quand même que la capitale malienne accueille donc la 24e édition du Forum de Bamako qui est cette année placée sous le signe de la culture comme vecteur de paix, de développement et d'unité. Et nous allons bien naturellement revenir sur les tenants aboutissants, non seulement de ce forum, mais de la culture comme facteur de paix sur notre continent, ô combien nécessaire en ces jours d'instabilité multiple. Alors, 60e anniversaire de la création de l'Union africaine. Si je conduis peut-être un rappel du rôle qu'a joué le Maroc dans la création de cette Union africaine ou de cette, à l'époque, organisation de l'Union africaine, OUA. Oui, le Maroc avait joué un rôle important dans le soutien d'abord au mouvement de libération de plusieurs pays africains, à l'instar de l'Angola, le Mozambique et l'Afrique du Sud. Il y avait beaucoup de fronts armés, de bras armés qui se déplaçaient au Maroc, à l'instar de l'ANC, pour avoir bénéficié d'un soutien à la fois militaire et d'un soutien financier. Donc on peut dire que le Maroc avait joué un rôle important pour que plusieurs pays africains puissent accéder à leur indépendance. Et par la suite, le rôle important du Maroc dans l'intégration continentale, l'intégration africaine, s'est manifesté rapidement parce qu'à un moment donné, on avait un débat entre deux groupes. Il y avait le groupe de Monrovia, il y avait le groupe de Casablanca. Pour le groupe de Monrovia, on pouvait aller vers l'intégration continentale, mais d'une façon étapiste, progressiste, alors que pour le groupe de Casablanca, il était beaucoup plus déterminé. Pour lui, il fallait aller directement vers les États-Unis d'Afrique. Donc on voit le rôle important de Maroc d'abord dans la libération, dans l'accès à l'indépendance des pays africains. En célébrant aussi cet anniversaire, la journée mondiale de l'Union africaine, ça nous permet aussi de nous rappeler, ça a un effet de mémorisation d'abord. C'est-à-dire, ça nous permet de se rappeler un peu cette lutte continue des pays africains, dans un premier temps pour l'indépendance, ensuite
pour le développement et maintenant, je peux dire, pour cultiver la neutralité dans un monde marqué par des tensions géopolitiques majeures. La célébration de la journée de l'Union africaine, de l'Afrique, voilà, ça nous permet aussi de faire un rapport d'étape, faire une espèce d'évaluation. Qu'est-ce qui a été accompli jusqu'à maintenant? Parce que il y a les pères fondateurs. Ne suffira pas certainement. Bien sûr, bien sûr, rapidement. Effectivement, des choses ont été faites. Bien sûr, beaucoup de choses restent à faire. Mais parmi les choses les plus importantes qui ont été acquises aujourd'hui, en plus des indépendances, bien sûr, des pays africains, est-ce qu'elles se concentrent sur un secteur en particulier? Donc, on peut dire d'abord au niveau de l'intégration continentale, au niveau de l'intégration régionale. On peut dire que nous avons des communautés économiques régionales en Afrique, à l'instar de la CEDEAO, à l'instar de la SADC, CEA, la Commission des pays d'Afrique de l'Est, la Communauté des pays d'Afrique de l'Est, c'est-à-dire l'intégration au sein de ces communautés économiques régionales est très bien avancée. Ils en sont au stade de négocier de l'union douanière. Ça veut dire quand on parle de l'intégration régionale, c'est important. C'était parce que c'est le groupe de Monrovia qui l'avait remporté, donc on voulait aller vers l'intégration continentale, mais d'une manière étapiste, progressiste. Et parmi les premières étapes, c'était d'abord, on commençait par les communautés économiques régionales avant d'aller vers l'intégration continentale. Et donc, ça, c'est parmi les acquis importants. En deuxième lieu, on peut parler de la zone de libre-échange continentale, parce que ce n'est pas facile que plusieurs pays africains, c'est-à-dire la majeure partie des pays africains, adhèrent et ratifient l'accord de libre-échange continental. On en est là en ce moment. Peut-être il y a des obstacles au niveau de l'implémentation de la zone de libre-échange continentale. C'est strictement lié à tout ce qui est barrières douanières et non douanières. Et aussi, ça s'explique aussi par le scepticisme de certains pays africains qui ont peur aussi donc, qu'on ne soit pas dans une logique de win-win. Donc je crois que c'est juste une question de temps pour qu'il y ait une harmonisation tarifaire et pour que tout le monde puisse être convaincu qu'on ne parle pas d'une zone de libre-échange continentale normale, on parle d'une zone de libre-échange continentale multidimensionnelle à partir du moment où il y a l'aspect commercial, l'aspect investissement et bien d'autres aspects. Effectivement, et cela va dans le sens du progrès comme véritable point d'orgue de toute paix possible. Et c'est intéressant de voir, je me tourne vers professeur Bassou qui est à Bamako, donc à l'occasion de la 24e édition du Forum de Bamako, placé sous le thème de la culture comme facteur de paix, de réconciliation et de développement. Ma question, quand on dit qu'aujourd'hui la culture et l'éducation sont toutes les deux des armes de paix, comment la culture et l'éducation religieuse aussi peuvent contribuer dans l'apaisement des conflictualités en Afrique ou au contraire servir de fuel finalement à certains conflits et qui aujourd'hui touchent beaucoup de pays sur le continent? Oui, exactement. Donc, sur cette question de culture, de conflit, et vous avez parlé d'éducation religieuse ou de culture, enfin du rôle de la religion dans la culture. On avait tout un panel sur cette question, donc le Forum de Bamako a organisé un panel sur cette question, sur la question de culture et conflit. Et on est arrivé parmi, si vous voulez, les conclusions de ce panel, que quand on arrive à la religion, la religion peut jouer deux rôles. Soit dans le fait d'instaurer, d'alimenter des cultures de paix, des cultures de cohabitation, des cultures de tolérance. Et cela, donc, peut, si l'on veut, participer à l'instauration d'un climat de stabilité, de paix. Mais cette religion peut aussi instaurer une culture d'hostilité, une culture, si l'on veut, de belligérance. Et la question qui s'est posée durant le panel, c'est comment faire en sorte que la religion soit gérée, soit entretenue de manière, si vous voulez, un véhicule de la paix, ou le véhicule d'une culture de la paix. Et là, on avait été présente un peu aux esprits l'expérience marocaine à l'égard du continent africain, de ses peuples frères, et avec les deux, si on veut, les deux grandes initiatives, celle de la
création de l'Institut Mohamed VI pour la formation des imams Morshidat et Morshidoun, d'une part, et qui a jusqu'à présent formé à peu près quelques 3000, je crois, ou même plus, d'imams de Morshidoun et de Morshidat, qui, eux, parce qu'ils sont au contact des populations, vont pouvoir créer cette culture de la paix, vont, si vous voulez, donc, utiliser ou instrumentaliser la religion dans le bon sens, dans le sens de la création de cette culture de la paix. L'autre initiative aussi qui était présente dans ce sens de la création de culture de la paix, et c'est la Fondation Mohamed VI donc pour les oulémas africains, et qui couvre aussi aujourd'hui 36 pays sur les 54. Donc ça c'était un peu, si vous voulez, pour Bamako et pour cette question de culture, de religion et de conflit en Afrique. Et la solution, selon vous, elle se trouve vraiment dans cette approche cette approche culturelle, cette approche d'un dialogue, cette approche aussi d'un discours qui parle finalement à tous. Ce n'est pas chose évidente, étant donné les diversités culturelles justement des pays du continent. Oui, alors je vais vous dire une chose quand même. Le panel a été modéré, a été présidé par le colonel Bagayoko, donc par un militaire en exercice, et qui connaît un peu ce que c'est que cette lutte pour mettre fin à ces conflits, à cette instabilité. Et en parlant aux militaires, quand on lutte contre le terrorisme, on dit que c'est une sorte de lutte de la contre-insurrection. Et on avait évoqué une idée, celle de la contre-insurrection civile. Comment est-ce que la société, comment est-ce que la population, comment est-ce que la société civile peut elle aussi ou doit elle aussi faire de la contre-insurrection? Cette contre-insurrection est une prévention, c'est une sorte de tout ce qu'on peut faire avec cette éducation religieuse, avec cette éducation, avec si vous voulez, cette éducation pour les cultures, de manière à immuniser les populations contre ces faits, si l'on veut, insurrectionnels et subversifs. Exact. Bachir Thiam, donc c'est un continent profondément mosaïque, hein, l'Afrique, 54 pays, je le disais tout à l'heure, il est profondément mosaïque déjà de par sa nature. Il y a tellement on y retrouve vraiment toutes les géographies possibles et imaginables. Comment la diversité de l'africanisme peut être une opportunité aujourd'hui? Comment en faire une opportunité et que ça arrête de freiner le progrès des pays africains, même si, il faut le rappeler, 6 des 10 économies à la croissance la plus rapide au monde sont sur ce même continent africain? Enfin, je pense que c'est pas du tout un frein, le fait qu'on soit multiculturel, multiethnique, multilinguistique et tout ça. Oui. Je pense au contraire, c'est une richesse parce que plus on est nombreux peut-être, plus on est varié, plus on est diversifié, peut-être mieux c'est parce que chacun de son côté pourra apporter sa culture. Le professeur Bassou parlait tout de suite de religion, de culture religieuse pour peut-être intégrer les populations croyantes. Ça, c'est le côté musulman. Le côté non musulman aussi de l'Afrique, c'est le côté christianisme ou animiste et tout ça. C'est de grandes communautés aussi, de grandes sociétés qui se regroupent. Donc, je pense que ça va au-delà du fait qu'on soit multidimensionnel en termes de culture, de religion et presque, je vais dire, même de race, parce que dans l'Afrique du Nord, le Maghreb, en l'occurrence, c'est peut-être pas les mêmes populations qu'on retrouve dans l'Afrique subsaharienne. Oui. Donc, pour autant, on reste tous africains jusqu'à preuve du contraire, je crois. Parce que pour être africain, c'est question de situation géographique, ce n'est pas une question de langue ou de culture. On est africain de par la géographie d'abord. Exact. Donc, partant de là, la question ne se pose pas si on parlait de l'Europe. Pourtant, l'Europe, c'est 10 millions de langues aussi, certainement. Mais on dit l'Union européenne, des points barres, quoi. Et dès qu'on dit l'Afrique, on dit, ah ouais, 5000 dialectes, 60 000 voilà, darija, etc. Mais oui, mais pourquoi pas? L'Europe, les Amériques. Et on parle de l'Amérique latine pour juste dire l'Amérique hispanophone. Et l'Amérique du Nord, elle est anglophone. Et dedans, il y a des hispanophones et des autres langues qu'on ne dit pas. Parce que quand on parle des Amériques, on dit juste l'Amérique de manière générale. Et
on passe à autre chose. On dit l'Europe, on passe à autre chose. Mais l'Asie, on dit l'Asie, on passe à autre chose. Mais en même temps, quand on parle aussi de l'Afrique, souvent on tend à parler de l'Afrique comme si c'était un seul pays, alors que ce sont 54 pays, on est tellement différents. Et je pense que c'est aussi... beaucoup de pays occidentaux font cet amalgame-là. Ils parlent pas que. Le Maroc aussi fait cet amalgame, très souvent. Oui. Parlant de l'Afrique, disant l'Afrique simplement pour faire général. Donc ça renvoie plutôt à autre chose que l'Afrique en réalité. Oui. Parce que finalement, ce qu'il faut faire, c'est justement cette éducation-là, parce qu'aujourd'hui on parle de la journée de l'Afrique. Oui. Mais quand on m'a invité, j'ai dit, mais c'est quoi la journée de l'Afrique? J'étais voir, mais je savais. Mais je me suis dit, mais pourquoi la journée de l'Afrique? Qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas. Quand on dit la journée de l'Europe, on commémore quoi? C'est le discours de Robert Schuman. Mais la journée de l'Afrique, on commémore quoi? Le 60e anniversaire de la création de l'Union africaine. On n'a qu'à dire l'anniversaire de l'organisation. Parce que c'est 60 ans. l'OUA, voilà. L'OUA n'existe plus. Pourquoi on va fêter l'anniversaire d'un mort? Elle n'existe plus dans... Non, n'existe plus. Enfin. Mais non. Si. Non, elle n'existe plus en tant qu'OUA, mais il y a un nouvel organisme qui est l'Union africaine. Mais prenons cet organisme-là, qui est l'Union africaine, et partons d'un fait fédérateur qui fera que demain, si on dit... Est-ce qu'il est vraiment fédérateur, justement? Parlons-en. Mais... Si on se réfère à la création même de l'UA, les objectifs principaux étaient promouvoir l'unité et la solidarité entre les pays africains, les États africains, coordonner, d'intensifier la coopération pour le développement, sauvegarder la souveraineté. La charte même de l'OEA, est-ce que ne gagnerait pas à être actualisée, puisque on parle de la défense de la souveraineté nationale, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale, alors que au sein même de l'UA aujourd'hui, ça va à l'encontre de la charte de l'organisation telle qu'elle a été créée il y a 60 ans. Ouais, ben ça, c'est l'esprit et la lettre. L'esprit, le professeur Chkoundi disait tout à l'heure, comment est-ce que les grands pays comme le Maroc ont joué un rôle important dès la naissance. Parce qu'à la naissance déjà, c'était les 33 pays signataires, en 63, 25 mai 1963. Mais l'Afrique du Sud, qui est un grand pays, était exclue de cette organisation. Ils n'ont intégré que 30 ans plus tard. Parce qu'il n'était pas question que ce régime qui était de l'apartheid, raciste et tout ça, intègre la communauté des États africains. Et pourtant, l'Afrique du Sud était l'un des pays les plus puissants à l'époque, et encore aujourd'hui, je crois même. Bon, mais on a réussi quand même par la communauté de ces États, c'était 33, à dire l'Afrique du Sud, tu ne vas pas intégrer la communauté aussi longtemps que tu vas appliquer la politique raciale. Et c'était comme ça jusqu'à ce que Nelson Mandela arrive au pouvoir pour que l'Afrique du Sud intègre. Donc c'est récent, en 1994 qu'ils sont arrivés, alors que la création de l'OUA remonte à 63. Bon, les indépendances succédant, on arrive à la fin des colonisations pratiquement. Donc l'OUA, l'organisation en tant que de départ, n'avait plus de sens d'exister. On a migré vers l'Union africaine. Exact. Mais cette union-là, quel est le fait fondateur pour qu'on part de 2000, à peu près, je pense que c'était le conseil de Sirte. C'était en 2000, alors, en 99 à Sirte, et l'Union africaine officiellement créée à Durban, en Afrique du Sud, c'était en 2002. 2002. Donc voilà, officiellement 2002. Et quel est le fait fédérateur? On a dit, OK, on va créer l'Union africaine pour maintenant migrer vers une zone de libre-échange d'abord. Ils ont dit ça, une union douanière, on a dit un marché unique, on a dit une monnaie commune, on a dit une union économique et monétaire. Il a rappelé, d'abord, il y a quelque chose de créé déjà avant, donc les petites communautés économiques sous-régionales. Elles existent, la CEDEAO, la CAC, l'UMOA, etc. Voilà. Tout ça existe. Maintenant, qu'est-ce qui fera qu'un jour, on va arriver à fédérer tout ça pour en faire un marché commun? La ZLECAf part de ça. Donc je pense qu'il faut repartir de ça pour que nous, Africains, nous, en tout cas population africaine, se disent, écoutez, c'est la journée de l'Afrique, qu'est-ce que je commémore, quoi. Oui, mais sans savoir exactement ce qu'on commémore. On va juste décréter. Je crois que c'est un travail qui est important quand même. Je vais diverger légèrement par rapport à ce que vous dites. Je crois que le travail de mémorisation est capital parce que nous appartenons à un continent, au-delà de l'aspect scientifique, nous appartenons à un continent et nous voulons que ce continent aille de l'avant.
Et nous savons aussi pertinemment que ce continent a fait un pas de géant pour lutter contre l'indépendance, pour accéder à son indépendance, pour aussi maintenant se développer et pour s'affirmer sur la scène mondiale. Je crois rien que cela, ça devrait être célébré. Célébré pourquoi? Pour que ce soit rappelé constamment à chaque Africain l'importance aussi de travail que l'on doit faire à l'intérieur du continent pour changer l'image négative que l'autre véhicule sur nous. Parce que cette image négative, elle est dégradante en quelque sorte. Dégradante quand il s'agit d'envisager ou d'appréhender notre rapport, le rapport de l'Afrique au monde. Elle est dégradante quand il s'agit d'évaluer la place de l'Afrique sur la gouvernance mondiale. Alors que moi je dis que derrière le travail de mémorisation, il y a un travail d'évaluation, des étapes franchies pour que l'Afrique puisse s'intégrer. Pourquoi l'intégration africaine? Nous sommes dans un monde, c'est-à-dire plus que jamais nous avons besoin de célébrer c'est-à-dire l'intégration africaine ou la création de l'organisation de l'unité africaine qui est devenue l'Union africaine, plus que jamais, parce que l'intégration continentale dans un monde ô combien trouble, qu'on appelle un monde VUCA, l'intégration continentale devient un ressort stabilisatrice. Ouais, c'est-à-dire l'intégration continentale est la source de notre résilience. Si on ne célèbre pas l'Afrique, c'est-à-dire c'est à notre détriment. Le monde va se faire sans nous. Alors que nous entrons dans un virage historique où l'Afrique devrait s'affirmer sur la scène mondiale. Elle s'affirme déjà. Si on voit toute... c'est-à-dire, la concurrence est très rude. Parmi les grandes puissances de ce monde, sur le continent, c'est dire son importance aujourd'hui sur l'échiquier mondial. Mais vous dites que, cela va dans le sens un peu de ce que je citais tout à l'heure du secrétaire général de l'ONU, c'était hier lors d'un débat sur justement, c'était pas à l'occasion de la journée de l'Afrique, mais il en a profité, et qui dit que l'Afrique mérite de faire entendre sa voix dans l'architecture de paix et de sécurité, mais la voix de l'Afrique ne peut être entendue que si les pays africains peuvent participer aux structures de gouvernance mondiale sur un pied d'égalité. Fin de citation. Un commentaire. Je commencerai par professeur Basso, sur aussi les enjeux qui sont aujourd'hui d'ailleurs saillants déjà dans le paysage sécuritaire africain. Avant qu'on parle de l'apport et de la contribution de la paix dans cette architecture de paix et de sécurité, pour reprendre les termes de Antonio Guterres. Merci. Donc, déjà, peut-être deux petites phrases. La première concernant pourquoi on a parlé de musulmans hier ici, parce que c'est le mouvement extrémiste que l'on vit ici au Sahel aujourd'hui. On désigne un peu du doigt le côté musulman. C'est pour ça qu'on en a parlé. Mais on a évoqué également, c'est-à-dire le multiculturalisme, si on veut, en Afrique, animistes, chrétiens, juifs, tout le monde, tous ceux qui sont là. D'ailleurs, on avait une citation du Coran, hier on l'a dite, ça pour la première. Pour la question de qu'est-ce qu'on fête ou qu'est-ce qu'on commémore? Bien, dans ces anniversaires, ce n'est pas surtout ce n'est pas exclusivement pour commémorer. C'est aussi pour planifier l'avenir. C'est aussi pour penser à l'avenir. C'est aussi pour faire des vœux, pour exprimer des ambitions aussi. Donc, on ne peut pas dire que la journée de l'Afrique n'est faite que pour se rappeler de ce qu'il y a ou de se rappeler de quelque chose. Je crois même qu'il y a des choses à oublier. À oublier dans le sens où l'on doit décomplexer l'Afrique, c'est-à-dire tourner cette page de colonialisme, ceci, cela. Donc, maintenant, c'est une Afrique, c'est une autre Afrique qui doit regarder l'avenir et qui doit donc se décomplexer de toutes ces questions. Ça, c'est d'une part. Alors maintenant, pour revenir à la question sur les faits saillants ou sur les enjeux saillants du paysage sécuritaire, malheureusement, ça ne renforce pas un certain optimisme, ça ne renforce pas l'optimisme. Je suis ici dans cette région du Sahel et donc je peux partir de la région du Sahel, de ce qu'il est en train de vivre, déjà avec certaines transitions donc de pouvoir qu'elle vit et qu'elle vit tant bien que mal, disons, de cette lutte donc contre le terrorisme. Je suis au Mali et tout ce qu'il a vu et ce qu'il a vécu avec le séparatisme aussi. Donc,
Et cette région, si on la prend donc pour si vous voulez, pour un foyer de tension dans le cadre du paysage sécuritaire, en partant du Sahel, on peut couvrir toute l'Afrique. Au nord, déjà, nous nous trouvons avec tout ce qui se passe en Libye, et avec un pays qui essaie de se retrouver, de retrouver la paix, de retrouver l'unité, la stabilité, mais qui n'arrive pas encore à la retrouver. À l'est de cette région du Sahel, donc, nous tombons sur le Soudan et donc sur la Corne de l'Afrique, où il n'y a pas que le Soudan qui est, si vous voulez, sujet de soucis de l'Afrique, mais également ce qui se passe en Éthiopie et en Somalie. Et surtout ce que cette région d'Afrique, de l'Afrique orientale vit en conséquence donc, du conflit israélo-palestinien et ce qui se passe donc, le long de la mer Rouge. Cette région du Sahel aussi au sud se trouve également mitoyenne du bassin du lac Tchad, où sévit également Boko Haram qui pose problème au Nigeria, au Cameroun, au Tchad, au Niger aussi. Et cette région elle-même est mitoyenne de la République centrafricaine qui peine encore à penser ses plaies. Et ça nous fait penser également à la RDC et ce qu'elle est en train de vivre actuellement. Et si nous parlons de ce que vit la RDC, ça nous renvoie à toute la conflictualité de la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs, donc, est au sud de cette région, aujourd'hui le foyer mozambicain. Donc, si vous voulez, il y a une sorte, sur le paysage sécuritaire, il y a une sorte d'instabilité qui couvre un peu l'ensemble de l'Afrique. Nous avons l'Afrique australe qui, jusqu'à présent, a été épargnée, donc on ne voit pas beaucoup de problèmes, surtout depuis 1994. Mais aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à une chose, c'est un déclin de l'ANC. Ce déclin de l'ANC mettra peut-être l'Afrique du Sud à rude d'épreuve. Et le paysage politique en Afrique du Sud nous laisse craindre un peu, est-ce que le pays, après ces élections-là ou après les autres élections, ne sera pas ingouvernable. Et donc, ça peut aussi jouer sur cette région-là. Alors là, c'est pour le paysage, si vous voulez, sécurité dans le continent. La sécurité dans le continent, les faits qui sont intra-africains, les faits qui ne concernent que les Africains. Maintenant, on peut parler de la sécurité du continent. Sécurité du continent, ça veut dire ce qui peut lui venir d'ailleurs. Ce qui peut lui venir d'ailleurs, nous ne pouvons pas faire l'économie de traiter de la criminalité organisée. Donc, drogue, réseau de migration, de contrebande, traite des êtres humains. Donc, tout ça fait vraiment un problème du côté de la criminalité organisée. Le terrorisme, nous avons parlé tout à l'heure du Sahel et du terrorisme, dans une sorte de terrorisme, si vous voulez, intériorisé par les autochtones. Parce que là, on commence maintenant à trouver une sorte de phénomène sahélien qui n'appartient qu'au Sahel. Mais avec des velléités, si vous voulez, d'obédience à Daesh, à Al-Qaïda. Donc il y a un peu, si vous voulez, l'apport extérieur aussi qui vient. Mais Daesh, Qaïda, les groupes du Sahel, nous parlons d'un certain terrorisme que l'on dit peut-être du côté sunnite, et on oublie que l'Afrique est aujourd'hui devant un autre phénomène qui est en train de menacer, je crois, l'Afrique, c'est l'intervention de l'Iran, qui peut-être créera en Afrique beaucoup plus de Hezbollah qu'on ne pense. Les Hezbollah africains, déjà cette intervention, on la sent. Maintenant, on peut revenir aussi à la rivalité des puissances étrangères, donc russes contre occidentaux, chinois et américains, mais également l'intervention de puissances, si vous voulez, moins grandes. Je parle de la Turquie, d'Israël, de l'Iran. Donc, tout ça sont également des éléments donc, qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a ces deux aspects. Il y a un aspect sécurité dans le continent, c'est des faits intra-africains qui sont spécifiques au continent, qui se passent à l'intérieur du continent. Et nous avons la sécurité du continent, c'est-à-dire contre toutes les menaces et les faits qui peuvent venir de l'extérieur.
Voilà. Exact. Alors, vous avez parlé de sécurité, effectivement, ce sont là les enjeux sécuritaires. Merci, professeur Bassou, de nous avoir vraiment brossé un tableau très détaillé de ces enjeux qui sont actuels aujourd'hui, en 2024. L'enjeu aussi qui est lié à la sécurité, ou en tout cas l'enjeu sécuritaire de base, j'ai envie de dire, c'est la sécurité alimentaire, Béchir Thiam. La sécurité alimentaire, est-ce qu'aujourd'hui, on peut envisager une initiative panafricaine de sécurité alimentaire à même de subvenir aux besoins du 1,5 milliard de personnes vivant sur le sol africain, en sachant que le continent possède tout pour avoir une autosuffisance, pour asseoir sa souveraineté alimentaire, mais il continue d'importer, pour certains pays, plus de 40% de ses besoins. Alors, cette initiative panafricaine de sécurité alimentaire, parlons-en à l'occasion de la journée de l'Afrique. Oui, elle est importante, mais encore une fois de plus, il ne suffit pas de décréter, c'est des vœux comme ça pour que ça soit réaliste. L'Afrique, d'abord, a besoin de se connecter. Vous savez, aujourd'hui, pour partir d'un point à un autre, pour la plupart du temps, on est obligé de passer par un pays étranger, un continent extérieur de l'Afrique. Deux exemples, on part de, je ne sais pas, de Kigali pour Casablanca, il faut passer soit par Paris, Francfort ou Dakar, je ne sais pas. En tout cas, il faut passer quelque part. Ça pose problème. Donc, on peut trouver de grands pays qui produisent, agricoles, qui produisent, mais qui ont problème d'évacuation, enfin d'écoulement de ces produits. Comment est-ce que ces produits-là ne sont pas transformés, pourrissent très souvent, donc il y en a beaucoup. Dans le sud du Sénégal, que je connais très bien, la mangue, qu'ils produisent à volonté, mais que personne ne pouvait, il y a quelques années encore, transformer ni déplacer. Quelques-uns qui avaient les moyens de le faire transporter le faisaient sur Dakar et sur les ports proches. Mais le reste se pourrissait par terre. Ça, c'est valable pour tous les pays du continent, dans un moment donné. Et puis arrive un moment où on s'organise pour mettre, en tout cas, l'essentiel sur ce secteur-là pour le faire sortir de la tête de l'eau, en tout cas. Oui. Et se pose encore le problème maintenant de connectivité. On arrive maintenant à déplacer les produits de nos campagnes vers les villes et de nos villes vers quel marché on va aller. On parlait de l'union douanière qui n'est pas encore qui a à construire. Donc, aussi longtemps qu'elle n'est pas construite, aussi longtemps que les barrières douanières et tarifaires et non tarifaires ne tombent pas, donc ces produits ne pourront pas circuler facilement. C'est le problème qui se pose en Afrique aujourd'hui, donc on posera encore pendant longtemps cette question de souveraineté alimentaire. Des groupes comme l'OCP, qui est aujourd'hui bien introduit sur le continent, apportent beaucoup de technologies culturelles, donc liées à l'agriculture, apportent de l'engrais et des solutions adaptées. Cependant, voilà, c'est balbutiant quelque part. Ouais, il y a des succès ici et là, mais ça reste encore à parfaire. Il nous faut non, mais après, c'est le seul pays qui quand même prend le lead pour apporter des solutions à d'autres pays de l'Afrique. C'est-à-dire que quand je parle d'une initiative panafricaine, l'initiative est très louable, vous l'avez dit, du groupe OCP, qui a accompagné des centaines de milliers de petits agriculteurs sur le continent, sur différentes parties du continent, de l'Est, de l'Ouest, central. Mais c'est une initiative. Il y a tellement de pays, c'est-à-dire qu'on gagnerait aussi à ce qu'il y ait d'autres initiatives, d'autres pays, un peu comme à l'image de cette initiative 100% marocaine. Justement, c'est parce que l'action de l'OCP, par ailleurs du Maroc, n'est pas portée par l'Union africaine ni par l'Organisation africaine du tout. Elle est portée juste par l'OCP, qui est une entreprise publique ou privée ou parapublique, on dit ce qu'on veut. C'est une entreprise en tout cas qui fait cette action-là, ou un pays comme le Maroc qui le fait. Ce n'est pas porté par l'Union. Donc, on gagnerait bien à porter ce genre de projet, que l'Union s'empare de ce genre de démarche pour en faire une généralisation. Est-ce qu'elle fait justement cette Union africaine? À part justement décréter, quand les choses ne se passent pas bien, eh bien, elle alerte, elle publie tellement d'avis, mais là, il y a à se demander quel rôle joue vraiment sur le terrain l'Union africaine. Oula. Est-ce que les institutions africaines aujourd'hui, que je ne connais pas toutes,
est-ce que dedans, il y a une structure dédiée à ce secteur-là? Je ne pense pas. Si, au secteur L'agriculture agricole. Oui, certainement. Mais après, est-ce qu'on a l'équivalent? Le département, est-ce que justement, est-ce qu'on a par exemple un conseil africain pour le développement agricole? Qu'est-ce qu'il fait, ce conseil? Non, on n'a pas. Mais c'est-à-dire on a un commissaire. Il y a un commissaire. Voilà. Ouais. C'est une vieille organisation, ça. Ça sert à quoi un commissaire? Non, mais oui. aux affaires agricoles. Est-ce qu'on a le PAC? Professeur Chikandji. On a cette formule-là, la PAC de l'Union européenne, par exemple. Est-ce qu'on a ça? On l'a pas. Je crois que il faut qu'on essaye de rester dans une vision un peu, pas optimiste, mais réaliste. Réaliste, ça veut dire que nous avons une Union africaine, c'est une institution, on va dire, une organisation continentale qui porte présent, parce que nous sommes là pour célébrer l'Afrique et en même temps faire un rapport d'étape, en quelque sorte, une évaluation, et on voit que l'Union africaine, en tant qu'organisation continentale, a franchi pas mal d'étapes en termes d'évolution. Il y a des institutions africaines qui fonctionnent très bien, 8 commissions, c'est-à-dire chaque commission chargée d'un secteur clé. Et ce qui manque à l'Union africaine peut-être, c'est les moyens de financement. Il n'a pas suffisamment de moyens de financement. Hier, le budget de l'Union africaine a été voté, 689 millions de dollars ou d'euros, je ne sais pas, mais c'est vraiment... millions, pas milliards. Le budget de l'Union africaine, c'est vraiment... Millions, c'est pratiquement négligeable. C'est négligeable quand on voit, c'est-à-dire l'énormité des défis... mais ça dépend des pays membres aussi, c'est ça? Bien sûr. Parce que ce budget, il vient de quelque part, de 5 contributeurs majeurs, dont le Maroc fait partie, oui. Maintenant, la vision est là. La vision par rapport à l'Union africaine, la vision de développement, il est incarné dans l'esprit de l'agenda 2063 de l'Union africaine. L'Union africaine finance des projets qui ont vocation à connecter justement les pays africains. Maintenant, ce qui manque à l'Afrique, toute l'Afrique, y compris cette organisation continentale, c'est un processus de mise en cohérence. Nous avons la vision, le facteur déclencheur, c'est la vision. Nous savons vers où nous voulons aller, c'est-à-dire les outputs, mais c'est-à-dire là où il y a notre gouvernance continentale a des crampes musculaires au niveau de processus et des mécanismes. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, on n'a pas développé une culture de mise en cohérence, de travail entre l'Union africaine, les États, c'est-à-dire l'échelon national et l'échelon régional, c'est-à-dire les communautés économiques régionales. Il n'y a pas une harmonisation, il n'y a pas une harmonie. Sinon, moi, j'ai envie de dire que, c'est-à-dire l'Union africaine avance très bien dans la résolution des problématiques de continent. Sachant aussi que le continent se trouve à un carrefour. Je parlais tout à l'heure de contexte international, le contexte géopolitique, il est marqué par des tensions. Ces tensions rejaillissent négativement sur l'Afrique. Donc l'Union africaine, à un moment donné, elle se trouve à jouer le rôle de pompier par le biais des médiations, par le biais des négociations, pour faire taire les armes, pour faire des médiations afin que certaines crises puissent cesser, ainsi de suite. Mais là où le bas blesse, c'est que le manque de moyens de financement et cette logique, ces tensions géopolitiques empêchent peut-être l'Union africaine et empêchent les États africains de jouer leur rôle. Jouer leur rôle, c'est-à-dire en s'attelant sur la mission principale des pays africains et de l'Union africaine, à savoir qui est celle de développement. Donc juste pour vous dire que nous avons plus que jamais besoin de l'Union africaine. Nous avons plus que jamais besoin de l'Union africaine pour que l'Afrique puisse faire face à tous ces défis, les défis liés aux tensions géopolitiques, les défis aussi liés à la dynamique de développement. Et on voit qu'un État africain seul ne peut pas venir à bout de cette panoplie de défis. Il faut que les États africains développent une espèce d'intelligence collective. Cette intelligence collective, elle n'est pas aussi amenée à s'adapter à l'ère de son temps. Je m'explique. C'est-à-dire quand on voit par exemple une initiative comme l'initiative Afrique Atlantique, lancée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, c'était à l'occasion, c'était tout récent, c'était à l'occasion de la fête du trône. Ce qui est important aujourd'hui, c'est d'envisager finalement cette intégration régionale avec une nouvelle perspective qui soit peut-être différente des groupes régionaux que l'on connaît, traditionnels, CEDEAO, CEMAC et autres, et d'affronter l'avenir. Et là, on parle de connectivité, d'affronter aussi cette question de circulation des biens avec de nouveaux moyens qui soient ouverts aussi sur de nouveaux horizons, notamment atlantiques.
Oui, tout à fait raison, parce que je crois que certaines initiatives de portée régionale, l'Afrique, on en a besoin. Là où le bas blesse, c'est au niveau du financement. Mais je crois que le fait que plusieurs pays africains se mettent ensemble et développent des projets structurels selon cette logique d'intelligence collective, ou ce que je pourrais appeler autrement le commun, c'est-à-dire le commun, avoir une Afrique de l'Ouest sécurisée, tranquillisée, c'est un bien commun pour toute la sous-région, voire même pour toute l'Afrique. Donc ça participe à ce que l'on peut appeler une stratégie de dérisquement. C'est-à-dire quand les pays africains se mettent à plusieurs sur un projet, on peut parler de projets d'initiative des pays africains riverains de l'Atlantique, comment on peut relever les défis liés à l'insécurité ensemble, comment on peut lever des financements ensemble pour pouvoir financer des projets structurels afin que l'Afrique puisse enfin se tourner vers la mer et ne pas rester, c'est-à-dire tourner vers la terre et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des projets qu'ont les investisseurs, parce que les investisseurs, parfois, ils sont frileux. Ils ne veulent pas investir dans un État tout seul parce qu'ils trouvent qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. Mais quand on les incite, en tant qu'État, en tant qu'un ensemble d'États qui mettent leur volonté, leur intelligence collective pour développer des projets structurels, comme le projet de gazoduc Nigeria-Maroc pour acheminer le gaz vers l'Europe, on voit qu'à un moment donné, on croyait que c'était un projet chimérique, mais là, tout le monde ne cesse de se convaincre de la pertinence et l'importance de ce projet. Et c'est comme ça que les investisseurs commencent à miser sur le projet. C'est-à-dire l'intégration continentale devrait être conçue aussi comme une stratégie de dérisquement. Une fois qu'on dérisque par le biais de l'intégration continentale, ça attire de plus en plus les investisseurs. Donc je crois finalement que l'Afrique est sur la bonne voie. L'Afrique est sur la bonne voie parce qu'on a vu ce que s'est passé récemment à Kigali lors de Africa Forum. C'est important, c'est inédit ce qui s'est passé lors de ce forum. Je ne le dis pas comme ça, j'accentue pas c'est-à-dire je n'essaie pas de grossir les traits, mais c'est parce que c'est une réalité. En tout cas, vous êtes très optimiste. Non, c'est une réalité. Je vois qu'il y a une nouvelle logique qui est en train de naître et on en a plus que jamais besoin. C'est la gouvernance d'entreprise qui se métamorphose. Donc là, là, c'est le privé, c'est-à-dire le secteur privé qui prend le lead pour asseoir finalement une certaine unité ou une meilleure intégration. Il ne prend pas le lead, c'est-à-dire le secteur privé, j'ai l'impression, africain, s'aligne sur la stratégie continentale. Et ça, c'est nouveau au niveau... C'est pour ça que je dis c'est inédit au niveau de la gouvernance d'entreprise. C'est-à-dire nous avons affaire à une nouvelle génération d'entrepreneurs africains qui intègrent l'intérêt général dans leur stratégie d'investissement dans le continent. Et ça, c'est nouveau. Professeur Bassou, vous vouliez prendre la parole il y a quelques instants. Oui. Oui, je ne peux pas être aussi optimiste que le professeur Chkoundi. Alors, prenons les textes. Quand vous prenez les chartes, que ce soit les chartes des communautés économiques régionales ou que ce soit la charte même de l'Union africaine, il y a deux mots qu'on trouve dans toutes les chartes. Sécurité, prospérité, développement. Oui. Souveraineté même. Hein. Si je puis rajouter, Sibasso, souveraineté aussi. Oui, ils sont tous crispés sur leur souveraineté. D'abord, premier point, il est spécifique à l'Afrique. Comment parler d'intégration avec autant de crispation sur la souveraineté? Voilà. Et il y a les chartes, il y a ce qui existe sur les papiers. Exact. Mais quand on va voir sur le terrain, il n'y a rien de tout ça. J'ai un peu fait la liste de tout ce qu'il y a comme conflits intra-africains, de choses qui sont propres à l'intérieur de l'Afrique. Exact. Maintenant, nous parlons du Maghreb. Les économistes n'ont cessé de dire ce qu'on perd avec le nom Maghreb. Qui les écoute? Personne. Parlons maintenant de la Corne de l'Afrique. Quand est-ce qu'un couloir de développement puisse aller de l'Éthiopie vers l'Égypte en passant par le Soudan? Combien faut-il attendre? Qu'est-ce que l'Union africaine a pu faire dans cette question-là? Ça fait combien que nous vivons la question du Sahel? Bon, on veut bien développer le Sahel, mais avant de développer le Sahel, il faut que la population cesse de mourir. On veut bien développer le bassin du lac Tchad. Il faut bien que le Nigeria devienne un véritable État locomotive. C'est le premier PIB africain, mais c'est le pays où il y a le maximum si vous voulez, de problèmes
nous ne savons pas ce que le Nigeria va devenir. Il est bien de voir cette Afrique. Oui, nous sommes tous pour cette Afrique, l'ambition de cette Afrique, mais je crois qu'il est très difficile, très difficile de trouver des consensus, de trouver des communautés de perception entre 54 pays. 54 pays qui tous regardent ailleurs. Le nord de l'Afrique qui est en train de regarder vers l'Europe, les autres qui sont en train de regarder à l'Est, les autres regardent à l'Ouest. Je crois que, oui, quand on veut conceptualiser, oui, on peut conceptualiser sur une Afrique efficace, sur une Afrique qui peut faire des choses, mais je crois que jusqu'à présent, il y a beaucoup de choses qui empêchent un peu cette Afrique de pouvoir réaliser. Et parmi ces choses-là, elles ne sont pas, ce ne sont pas que des facteurs endogènes, professeur Bassou. Il y a aussi, vous l'avez parlé tout à l'heure, des rivalités des puissances étrangères. Il y a aujourd'hui des puissances étrangères qui font que certains pays regardent là où il y a un intérêt commun avec certaines puissances. Mais qui fait venir ces puissances étrangères? Qui les reçoit? Qui les encourage à venir? Oui. Mais c'est des Africains. Exact. C'est pour ça que vous avez aujourd'hui, les uns vous disent nous sommes avec l'Europe, les autres ils sont avec les Chinois, les autres sont avec les Américains, et ils encouragent donc toutes ces puissances à venir régler leurs problèmes. L'Afrique devient un ring de boxe. Exact. Où chacun des pays amène quelqu'un. Et quand vous avez parlé de l'initiative de l'Afrique atlantique, là on peut être un peu optimiste, parce que déjà il y a moins d'États. Déjà, la communauté de perception est possible. Déjà qu'ils se rassemblent autour de quelque chose qui est l'Atlantique. Quand nous parlons d'Union africaine, quand nous prenons d'Afrique, quand vous posez la question aux gens, est-ce que l'Afrique procure une identité? Qui se dit africain avant de se dire marocain, libyen, congolais, gabonais, sud-africain? Il ne produit pas de l'identité. Donc, où est l'intégration? C'est ça. Très bonne question, professeur Bassou, qui nous ramène aussi au début de cette discussion. Bachir Thiam, sur la question justement de cette identité Afrique-Atlantique, le Sénégal est concerné, et il faut le rappeler, le Sénégal, le Maroc, comme la Mauritanie quand même, sont des havres de paix. C'est-à-dire qu'ils ont cela en commun, parmi d'autres points bien sûr, mais il y a certains pays qui se démarquent parmi d'autres, qui peuvent prendre aussi le taureau par les cornes et travailler pour une meilleure intégration entre ces pays qui partagent plusieurs identités finalement qu'ils ont en commun, soient-elles culturelles, géographiques, atlantiques. Oui. Absolument. Oui, absolument. Tout ça existe, justement, quand je parlais de connexion et de connectivité entre les pays. Tout à fait. Parce que justement, ça va au-delà des frontières. Aujourd'hui, on va prendre l'exemple du Maroc, qui est un exemple patent, qui forme l'essentiel aujourd'hui des cadres africains, de manière générale, francophones en tout cas. Oui, on parle de dizaines de milliers. Des dizaines de milliers qui sont formés. Plus les bourses, plus... On va dire depuis 1984 à maintenant, combien ont été formés? Est-ce qu'il y a un suivi qui nous permet aujourd'hui de dire, voilà nos vrais ambassadeurs sur le continent pour créer des links, c'est-à-dire pour créer des relations qui permettent justement de dépasser certains freins. Parce qu'on ne peut pas parler d'intégration sans permettre aux uns et aux autres de se mouvoir sur le continent auquel ils appartiennent. Est-ce que nous, on a Erasmus? On ne l'a pas. Qui vient étudier au Maroc si tu as les moyens ou si tu as une bourse du Maroc? Point barre. Pourquoi? Ou une bourse de ton pays. Oui. Enfin, voilà. Du pays qui accepte de financer tes études. Pourquoi est-ce que ça devait être peut-être le début, s'inspirer de ce modèle-là qui a été... Voilà, c'était du temps de l'ambassadeur Amadou Mokhtar-Mbow qui était là, qui était président de l'UNESCO, directeur de l'UNESCO, pardon, qui était ambassadeur au Maroc. Ça a été installé. Et on a créé une agence qui s'appelle AMC. L'Agence marocaine de coopération internationale. Et ça a donné des résultats. Pourquoi on ne peut pas démultiplier ça? C'est pourquoi je dis, si l'Union africaine portait ce genre de projet pour en faire une sorte d'Erasmus Afrique, ça permettrait d'abord aux étudiants, aux cadres, aux salariés de se faire former et en continu, partout en Afrique, là où ils ont besoin d'être formés. Ça aurait cassé d'abord le problème de mobilité des biens, non, des personnes. Des personnes. Après viendra la mobilité, la circulation des biens. Tout ça permettrait justement de passer outre, donc introduire l'intégration africaine par
l'éducation, l'économie, et puis les finances bientôt. C'est un think tank marocain qui est à Bamako actuellement, qui organise quelque chose sur le continent. Ce n'est pas eux qui organisent. Oui, je sais, mais qui intervient dans qui intervient, voilà. Ils apportent leur expertise. Justement, ce qu'ils font toujours, c'est dans le partage, en fait. Justement. Et je pense que c'est un élément dont nous avons très peu parlé aujourd'hui. Justement. C'est le partage. Le partage, il faut aussi qu'il y ait un soutien de l'Union africaine pour que ce partage puisse être partagé plus amplement sur le continent. Ça se passe à Bamako, et certainement, il y en a qui n'ont pas pu joindre Bamako pour problème de connectivité, problème peut-être de visa, je ne sais pas, problème d'hébergement, etc. Pourquoi? Est-ce que si c'était soutenu par l'Union africaine, ce genre d'initiative, peut-être ça permettrait à beaucoup plus de gens d'y adhérer et d'y participer. Vous pensez que ce n'est qu'un problème financier, d'ordre financier? Non, du tout, organisationnel. Si professeur Vous pensez que comme un peu à l'image de l'ONU, même si elles n'ont pas le même âge, hein, les deux institutions, que ce soit l'ONU et l'Union africaine, est-ce que vous pensez qu'elles pourraient être sujettes à certains changements majeurs afin qu'elle puisse jouer son rôle de manière optimale? Moi, je pense qu'il le faut. Sinon, on va tourner autour du pot, on va en parler. Chaque année, peut-être le 25, chaque année, on va se rencontrer pour en parler. Or, quand je parle de faits fédérateurs, il faut qu'on ait des faits fédérateurs. Aujourd'hui, je dis n'importe quoi encore. On reprend l'éducation des Africains, des jeunes. Mais c'est l'année, mais vous savez, mais c'est les chefs d'État de l'Union africaine qui ont décrété 2024 en tant qu'année de l'éducation. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Justement, c'est d'inviter les gouvernements, c'est ce qui s'est dit en février à Addis Abeba, c'est-à-dire que ces gouvernements doivent jouer leur rôle pour que l'éducation soit un facteur d'abord d'inclusion, soit un facteur de développement et soit un facteur d'unité. Oui. Mais est-ce que, justement, les pays respectent ça? Est-ce qu'ils le font? Aujourd'hui, moi, j'ai mon il n'y a rien qui les pousse à le respecter. Oui, voilà. Bon, après, ils font partie de l'Union africaine et ils se sont engagés. Ils se sont engagés aussi auprès de leur population. Voilà, donc déjà, pour faire simple, c'est bien beau de décréter tout ça. Mais maintenant, après, il faut mettre du contenu là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'on transforme ça en réalité sur le terrain. C'est-à-dire que c'est l'année de l'éducation. En tant que citoyen africain, d'abord, sénégalais, marocain et africain, est-ce que vous sentez qu'il n'y a pas de concret et que ça mériterait? Il y a très peu de concret. C'est-à-dire qu'au plan africain, il n'y a pas de concret. Union africaine, je parle d'Union africaine. Au plan Union africaine. Il y a des initiatives et le Maroc, je pense que c'est les faits qui parlent. C'est un silo, il y a beaucoup d'initiatives en silo, donc il n'y a pas de cohésion. Il parlait de coordination et de cohésion. Donc la stratégie, elle est globale, mais maintenant le déploiement de ces stratégies-là sur le terrain pose problème parce qu'il n'y a pas de connexion entre les pays. Non, mais il y a des frictions entre les pays, connexions politiques. Mais quand il y a des frictions entre les pays, cela va malheureusement à l'encontre du bien des populations. Oui, voilà, justement. Donc, résultat des courses, on n'avance pas. On décrète, on tourne en rond et puis on revient à la place départ. Bon, un dernier mot, professeur Chikroundi. Je crois qu'il faut se garder de retomber dans le pessimisme. Pourquoi je dis ça? Parce que nous sommes dans un moment historique marqué par le doute, l'angoisse. La population mondiale angoisse parce qu'on ne sait pas vers où va le monde. La gouvernance mondiale est en pleine métamorphose. Et à ce moment-là, l'Afrique est en train de construire son propre récit, son propre narratif. On a beau dire que l'Afrique ne progresse pas, mais les réalités de terrain qui ne sont pas captées par les chiffres nous montrent que l'Afrique devient de plus en plus dynamique. Les dirigeants africains, quand on voit leur discours, ce qui se passe au niveau de l'Union africaine, les politiques publiques des pays africains, le mode de gouvernance des pays africains nous dit attention, il y a quelque chose qui se passe en Afrique. L'Afrique, c'est le continent, certes, de paradoxes, contrastes. Et de discours, parce que vous avez dit de discours, c'est les discours aussi. Les discours sont beaux. Non, des discours qui sont convertis en politique publique. On voit que la plupart des pays africains adhèrent à cette coopération afro-africaine. Et ils veulent maintenant, la plupart des pays africains deviennent de plus en plus exigeants vis-à-vis de leurs partenaires. Qu'il s'agisse d'un partenaire africain, une puissance mondiale nouvelle ou classique, ainsi de suite. Donc, en même temps, l'Afrique, c'est le continent des jeunes. L'Afrique, c'est le continent où il y a des minerais stratégiques, des ressources naturelles. L'Afrique, c'est le continent où il y a des terres arables. Et l'Afrique, c'est le continent où il commence à y avoir une vision et une détermination d'aller de l'avant. Donc, nous avons tous les ingrédients pour être optimistes quant à l'avenir de notre continent. Puisse cette croissance être accompagnée aussi, eh bien, tout simplement d'une prospérité pour
les populations, et c'est là où le bas blesse. Je ne rejoins pas le pessimisme, mais en tout cas, c'est dans les faits, dans les réalités. Professeur Basso. Merci. Oui, je rejoins un peu le professeur Sfondi dans cette question d'angoisse, oui. Tous les continents, le monde entier se partagent un peu d'angoisse, mais ne se partagent pas la résilience. Merci sur ces paroles bien sages. Oui. Mais quand il est plus résilient, oui. Merci beaucoup, merci Sibassou, merci d'avoir fini avec cette touche de sagesse, empreinte bien sûr de réalisme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous depuis Bamako. Vous y êtes pour la 24e édition du forum donc, de Bamako qui place la culture comme facteur de paix, de réconciliation et de développement pour cette 24e édition. Encore merci Sibassou. Merci à vous, merci à vos invités. Merci et je les remercie à mon tour aussi. Merci beaucoup, professeur Sfondi. Merci à vous. Bachir. Très déjà, merci. Je vous dis à l'année prochaine, peut-être pour le 25 mai, pour encore la journée pour de la 61e ou le 61e anniversaire de la création de l'OUA et la journée mondiale de l'Afrique. Parce que oui. J'espère qu'il y aura quelque chose à dire aussi. Et peut-être que l'Union africaine aura son siège au Conseil de sécurité, qui sait? Qui sait? Merci beaucoup en tout cas. Merci. Nous suivons pour vous ces questions d'actualité en compagnie de nos experts donc du lundi au vendredi sur Médien TV. Merci pour votre fidélité à cette émission. Très bonne soirée.